Bonjour à tous. Très heureux que vous soyez avec nous ce soir pour une séance d'information sur les protections du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs avant réception de l'habitation. Je m'appelle Marc-André Arnois, je suis directeur général de la CQC. Pour ceux qui nous connaissent moins, la CQC, c'est un organisme communautaire en défense collective des droits qui existe depuis 1994 déjà et dont la mission est de promouvoir et défendre les intérêts des consommateurs et les guider dans les domaines de l'immobilier et de la construction résidentielle. Je tiens à le dire d'entrée de jeu, je ne suis pas avocat ou notaire, mais j'ai la chance d'être accompagné de Maître Amélie Langto, qui contribue à la CQC depuis bientôt 3 ans et avec qui je vais alterner là, la présentation. Finalement, il y a un éclaircissement important que je dois faire avant de commencer. Ce soir, on va donner des informations générales. Parfois, on va donner des exemples, ce qui peut donner l'impression qu'on donne un avis sur ce qu'on devrait faire ou qu'on ne devrait pas faire dans une situation donnée. Il ne faut jamais perdre de vue que chaque situation est particulière, que des éléments particuliers à un cas peuvent tout faire changer. Donc, pour avoir un avis ou des conseils sur votre situation spécifique, il faut vraiment consulter un avocat ou un notaire. Ce qu'on va faire ce soir, c'est vraiment expliquer comment le droit s'applique en général. Si vous avez un problème concret, il faut consulter au sujet de votre cas spécifique. Donc, ce soir, on va parler principalement des protections offertes par le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs avant qu'il y ait une livraison de l'habitation. On va donc parler évidemment des situations où vous êtes protégé, mais aussi des limites des protections qui sont prévues, puis donc des cas où vous n'êtes pas protégé. Pour se faire une idée fidèle du plan, il faut bien comprendre qu'il a avant tout été créé pour répondre à des préoccupations de qualité de la construction, hein, puis protéger les acomptes des acheteurs. Donc, comme tout bon plan de garantie dans n'importe quel type de produit, le gros des protections, hein, ça répond à des problèmes qui se manifestent une fois que l'acheteur est propriétaire du bien. C'est bien davantage une garantie sur l'habitation qui va être livrée, qui est livrée, que sur le contrat qui va mener à cette livraison-là. Donc, c'est dans ce sens-là que le gros des protections prennent effet à la réception. Malgré tout, on va voir que même avant que l'habitation soit livrée, le plan peut parfois vous être bien utile et je vais laisser la parole à Amélie. Avant d'aller plus loin, juste une petite mise au point pour qu'on se comprenne bien. Donc, il y a deux scénarios différents quand on veut une habitation neuve et qu'on ne la construit pas soi-même. Donc, ou bien on achète un terrain, puis on fait construire une habitation dessus, ou bien on achète une propriété, terrain et habitation directement d'un constructeur. Si vous achetez le terrain d'abord, le contrat que vous allez avoir avec l'entrepreneur, on va l'appeler un contrat de service ou encore un contrat d'entreprise. C'est un contrat où un entrepreneur s'engage à vous rendre un service, dans ce cas-ci, effectuer des travaux de construction sur votre terrain. Elle ne vous vend pas une maison et vous vend des travaux, c'est un service. Inversement, si, comme dans la plupart des cas, le terrain ne vous appartient pas, le contrat que vous allez conclure avec l'entrepreneur est un contrat de vente. Il ne vous vend pas un service, il vous vend une maison, une propriété. Dans ce cas-là, un peu comme dans une transaction immobilière, la plupart du temps, il va d'abord y avoir un contrat préliminaire, c'est-à-dire un contrat où l'entrepreneur s'engage à vous vendre la dite propriété à certaines conditions et où vous vous engagez là, à l'acheter en fait à ces conditions-là. Mais dans ce cas-là, tant que vous n'êtes pas passé chez le notaire, la propriété ne vous appartient toujours pas. Donc, le premier contrat, c'est le premier, désolé, c'est le contrat préliminaire il sert juste à vous engager là, mutuellement à conclure la vente plus tard, soit un contrat de vente. Vous ne pouvez pas conclure le contrat de vente avant parce que comme l'habitation n'est pas encore construite, il ne peut donc pas vous la vendre. Si je fais cette distinction-là avant de plonger, c'est que pour des raisons légales, bien logiques, le plan ne peut pas vous protéger de la même façon dans les deux cas. Je dirais tout de suite que de notre avis, là, dans certains cas, vous êtes bien mieux protégé quand vous êtes propriétaire du terrain que quand euh, vous n'êtes pas propriétaire du terrain et que vous avez donc un contrat d'entreprise et ou de service. Maintenant, je laisse Marc-André entrer dans le vif du sujet. Donc, d'abord, puis c'est essentiel, il faut
vérifier l'accréditation de votre entrepreneur puis l'enregistrement de votre unité d'habitation. Certains entrepreneurs vont profiter de l'ignorance des acheteurs pour tenter de contourner le plan de garantie, c'est-à-dire qu'ils construisent puis vendent des maisons neuves sans être accrédités chez GCR illégalement. Certains plus rares ont carrément même pas de licence de la Régie du bâtiment du Québec. C'est donc important, même lorsque l'entrepreneur vous semble très professionnel, de valider qu'il est bel et bien accrédité chez GCR. Notez qu'il ne peut pas être accrédité chez GCR sans licence RBQ, donc ça vous fait une chose de moins à vérifier. Vous pouvez vérifier ça sur le répertoire des entreprises accréditées par GCR au répertoire.garantie-gcr en un mot.com et on va d'ailleurs aller y jeter un coup d'œil. Comme vous allez le voir, c'est assez simple. Vous pouvez chercher par numéro de licence RBQ ou par nom légal. Ensuite, ben, c'est essentiel de s'assurer que c'est bien le même numéro RBQ que celui sur votre contrat. Il y a certains entrepreneurs qui changent régulièrement de nom et de numéro ou qui ont plusieurs entreprises simultanément, là, souvent dans la grande copropriété, parce qu'ils font ce qu'on appelle des entreprises projets uniques, c'est-à-dire qu'ils créent une entreprise par projet, voire même par phase d'un même projet. Donc, parfois, il peut ressortir vraiment plusieurs entreprises au nom similaire à la même adresse. Il faut absolument que ce soit bel et bien la même entreprise dont il soit question. Pour être sûr de ne pas me faire poursuivre, je vais prendre l'exemple d'une entreprise qui a déjà fait faillite et qui n'existe plus. Donc, si je tape Bel Habitat, vous voyez que je vois tout de suite ressortir en haut l'entreprise en question. Vous voyez que j'ai son numéro de licence RBQ et que son accréditation est inactive. Dans votre cas, il faut absolument qu'il soit écrit actif. Enquête là, on va aller voir son dossier un peu. C'était une grosse faillite. Euh, Vous pouvez remarquer qu'on trouve plusieurs informations très pertinentes sur votre entrepreneur, notamment le nombre de chantiers, le nombre de non-conformités détectées par GCR dans les 2 dernières années. Une non-conformité, là, c'est n'importe quoi qui ne respecte pas les normes. Donc, GCR s'est donné une catégorisation en non-conformité. Il y a des risques faibles, moyens, élevés. Donc, ça vous donne une idée de la fiabilité de l'entrepreneur sur le plan technique. Également, vous allez voir le nombre de réclamations qui ont été retenus contre lui. Ici, 146, c'est quand même un gros. Euh, Ça, on parle vraiment de vrais propriétaires qui ont réclamé à GCR et à qui GCR ou un arbitre a donné raison. Vous avez aussi toutes les différentes décisions arbitrales qui le concernent. Ça, c'est de l'art, parce que vous avez le récit neutre objectif de ce qui s'est passé dans différents dossiers. Des fois, vous pouvez voir que l'entrepreneur a eu raison. Des fois, vous pouvez mesurer à quel point il a eu tort. Ça vous donne vraiment de l'information précieuse sur sa manière de traiter ses clients. Même que si l'entrepreneur collectionne les numéros d'entreprise, c'est une très bonne idée d'aller consulter le dossier de ses autres entreprises également. Tout cela pour dire que même si ce n'est pas parfait, c'est probablement l'information la plus complète que vous pouvez trouver sur un entrepreneur. Si vous saviez, comme j'aimerais ça qu'on ait l'équivalent dans la rénovation, c'est vraiment un outil pertinent. N'hésitez pas à vous en servir quand vous magasinez un entrepreneur ou pour vérifier avant de signer que si vous devriez faire confiance à l'entrepreneur qui veut vous vendre une habitation. Finalement et surtout, vous retrouvez les adresses des bâtiments enregistrés par l'entrepreneur. Ça vous permet même de contacter d'anciens clients pour avoir des commentaires si vous voulez, là. Si vous avez conclu un contrat de garantie, votre future adresse devrait se retrouver là. C'est sûr qu'il peut y avoir un délai là, avant que l'entrepreneur transmette l'information à GCR puis que ça se retrouve sur le site. Mais si votre maison, votre future maison ne se trouve pas là, ça veut dire que GCR n'est pas encore au courant qu'elle va devoir garantir l'habitation qui va se construire à cette adresse-là. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas couvert, mais ça veut dire que GCR ne peut pas encore effectuer ses inspections sur le bâtiment afin de s'assurer qu'il va être construit correctement. Si l'entrepreneur tarde trop, normalement, ça va lui valoir une pénalité financière de GCR, là, mais ça ne change rien à la qualité de votre future habitation. Donc, je me permets d'insister là-dessus parce que selon moi, c'est une des protections importantes du plan de garantie, c'est la prévention. Ce que les gens veulent, hein, c'est pas tant d'être protégé quand il y a un problème. Oui, c'est ce qu'on veut aussi, mais c'est surtout qu'il n'y en ait pas de problème. Donc, le fait que GCR inspecte les chantiers de plus en plus, c'est un élément qui, selon nous, réduit de beaucoup les chances qu'il y ait un problème. Donc, c'est important de s'assurer que votre adresse se retrouve là. Donc, pour vérifier que l'entrepreneur est accrédité avant de signer, pour vérifier que le bâtiment est bel et bien enregistré, idéalement avant la construction. Puis,
Pour plus d'informations sur le choix d'un entrepreneur, ben, vous pouvez également vous procurer notre guide à ce sujet. Vous pouvez le trouver sur notre site, je pense même qu'il est gratuit pour les membres présentement. Et je vais laisser Amélie poursuivre avec les acomptes. Pour Oui, ce qui est des acomptes, d'abord, le premier risque qu'on court quand on se lance dans le projet d'une habitation, c'est le risque de perdre ses acomptes. Normalement, quand on conclut un contrat avec un entrepreneur en construction, il va comporter une section sur les paiements qui comporte généralement des acomptes. Peu importe la nature des travaux, il est essentiel de comprendre qu'en l'absence de protection, si l'entrepreneur fait faillite ou disparaît dans la brume, vous êtes un créancier parmi les autres, donc comme les autres, et il y a de bonnes chances là, de jamais revoir son argent. C'est pour ça que le plan de garantie offre une protection des acomptes jusqu'à concurrence de 50 000 Donc, si votre entrepreneur vous demande de payer plus que 50 000 en acompte, il faut savoir que la balance ne sera pas protégée par le plan de garantie. Aussi, il faut pouvoir prouver le montant et les versements des acomptes pour être protégé. Donc, toujours choisir des modes de paiement qui laissent des traces et conserver les factures, évidemment. Par ailleurs, dans le cas de la copropriété, les entrepreneurs sont obligés, en fait, ont l'obligation de protéger les acomptes à 100%. Donc, faire attention, GCR ne va quand même pas protéger euh, plus que le 50 000 Mais l'entrepreneur là, a l'obligation de protéger toute somme excédentaire qu'il demande en acompte. Ça peut être par exemple une assurance, une caution ou un autre plan de garantie. Si jamais c'est ça qui vous est demandé, là, si l'entrepreneur vous demande ça, donc vérifiez bien que l'entrepreneur respecte son obligation. Vous pouvez demander une preuve de la police d'assurance ou la caution utilisée, évidemment, parce que même si l'entrepreneur a l'obligation de le faire, s'il ne le fait pas et qu'il fait faillite, ben vous vous retrouvez vraiment le bec à l'eau, là, en fait. C'est la même chose, d'ailleurs, si vous achetez une unité qui n'est pas couverte par le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Donc, je simplifie, mais au-dessus de 4 étages, c'est encore le Far West, donc pas de protection. Rien n'oblige l'entrepreneur à vous offrir un plan de garantie. Il doit protéger les acomptes, mais c'est quand même à vous de s'assurer qu'il le fait vraiment, là, en fait. Finalement, si vous vous entendez avec l'entrepreneur pour une résiliation du contrat, faites bien attention pour qu'on ne puisse pas considérer que c'est vous qui avez résilié le contrat, là. On a déjà vu des entrepreneurs inciter leurs clients à résilier en promettant le remboursement des acomptes pour finalement imposer une pénalité au consommateur parce qu'il avait résilié le contrat. Donc, si jamais vous convenez que vous voulez résilier le contrat avec votre entrepreneur, c'est important qu'il y ait des traces, que ce n'est pas une résiliation unilatérale, donc juste de votre part. Donc, il est recommandé d'envoyer le tout par courrier recommandé pour qu'il y ait une trace, là, pour qu'il y ait une preuve de réception. Donc, à retenir, il faut vérifier l'accréditation de l'entrepreneur premièrement. Ensuite, vérifier l'enregistrement du bâtiment. Troisièmement, éviter de verser plus que 50 000 en acompte, à moins que ce soit une copropriété, que je viens de vous expliquer. Et dernier point à faire attention, à retenir, c'est si vous devez absolument le faire, tentez de vérifier là, la fiabilité aussi de l'entrepreneur par rapport à la somme excédentaire. Puis je laisse Marc-André poursuivre avec les frais liés au retard de livraison. Maintenant, supposons que votre entrepreneur a bien géré votre projet sur le plan financier, mais un peu moins au niveau de l'échéancier. Ça arrive. D'abord, il faut savoir au contrat, normalement, vous allez avoir convenu d'une date prévue de livraison. Si ce n'est pas le cas ou que la date n'est pas la bonne, ça complique les choses. Donc, c'est important de bien valider cette date-là avant de signer. Alors, disons que l'entrepreneur ne peut pas livrer pour la date prévue au contrat. Qu'est-ce qui arrive? Le plan comporte des protections pour les frais de relogement, de déménagement, puis d'entreposage des biens lorsque l'acheteur ne peut pas prendre réception du bâtiment à la date convenue avec l'entrepreneur, à moins que les acomptes aient été remboursés. Donc, sous-entendu que vous ayez obtenu une résolution du contrat. Le plan de garantie prévoit jusqu'à 6 000 pour le remboursement du coût réel raisonnable, qui est engagé donc pour deux choses. D'une part, le déménagement, l'entreposage, parce que, bon, vraisemblablement, si vous devez laisser votre logement actuel avant la livraison, vous allez devoir déménager deux fois au lieu d'une. Puis ensuite, le relogement, qu'on comprend gîte et couvert, sans toutefois dépasser un maximum quotidien qui varie selon le nombre de personnes dans le ménage. Ça va de 95 à 190 par jour pour une famille de 4 personnes ou plus, maximum. Je répète, là, c'est le coût réel qui va être remboursé jusqu'au plafond.
Donc, ce n'est pas une allocation que vous recevez puis que vous pouvez dépenser. Cela dit, il y a moyen d'obtenir un remboursement pour compenser, par exemple, une personne qui vous héberge, mais quand on dit le coût réel, c'est pas obligé d'être une facture d'hôtel non plus, là, mais ils vont vous demander la preuve que vous aviez bien payé la dite personne. Ça ne peut pas être des frais imaginaires, là. Autre nuance, c'est quelque chose qui pourrait être contesté en arbitrage, qui sait, mais actuellement, GCR n'accepte pas de rembourser un hôtel qui serait, par exemple, un centre de villégiature dans le sud. Il paie pour de la relocalisation, pas pour des vacances. C'est discutable, là, dans le sens que de payer un hôtel à Montréal, Québec, Tadoussac ou dans les Caraïbes à prix égal, un hôtel, c'est un hôtel, mais GCR ne le voit pas comme ça présentement, puis à ma connaissance, ça n'a jamais été porté en arbitrage, donc ça reste à trancher. Donc, si on fait un petit calcul rapide, le 6 000 ça permet de couvrir les frais d'environ 1 à 2 mois. C'est des chiffres qui datent de 2014, donc on s'attend bien à ce qu'ils soient augmentés à la prochaine révision réglementaire, mais c'est l'état actuel des choses. C'est pas GCR qui est cheap, là, c'est le maximum que le règlement leur permet de vous donner. Si GCR essayait de vous donner plus, ben, c'est des entrepreneurs qui contesteraient en arbitrage en disant qu'il n'est pas supposé de donner plus. Donc, si on anticipe un retard plus important que ce que permet de payer le 6 000 ben, il faut être conscient que le plan ne pourra pas vous indemniser pleinement. Il va falloir soit vous entendre avec l'entrepreneur ou le poursuivre au civil si vous voulez obtenir plus. Donc, on se rappelle que pour bénéficier de cette protection-là du plan, il faut qu'il n'y ait pas eu remboursement des acomptes. Il ne faut pas que vous ayez accepté un retard de livraison, parce que l'entrepreneur qui sait qu'il va être en retard, c'est très possible qu'il va vous proposer une nouvelle date de livraison. Si vous l'acceptez, ben, vous ne pourrez pas réclamer des frais de retard. Il faut pouvoir présenter toutes les pièces justificatives, donc garder vos factures. Et il ne faut pas qu'il y ait d'enrichissement injustifié, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus que vous tiriez profit de la situation. Puis finalement, bon, il faut que les coûts engagés soient raisonnables. Vous avez 6 mois après la réception du bâtiment pour réclamer les frais à l'entrepreneur en mettant GCR en copie. A priori, c'est souvent mieux d'attendre d'être propriétaire avant d'effectuer la réclamation. Mais cela dit, supposons que l'entrepreneur est en retard depuis plusieurs mois et que vous avez déjà atteint le maximum de 6 000 on n'a rien trouvé qui empêcherait quelqu'un de réclamer une première partie des frais avant même la réception du bâtiment. On n'a pas trouvé de cas, mais il ne semble pas qu'il y ait rien qui l'empêche. Cela dit, stratégiquement, puis on va en reparler plus loin, réclamer à l'entrepreneur avant même d'être passé chez le notaire, ça peut parfois se retourner contre l'acheteur. Ça arrive qu'un entrepreneur va faire chanter l'acheteur en utilisant la possibilité de refuser de passer chez le notaire, dans le fond, de refuser de respecter sa promesse de vente si l'acheteur n'accepte pas X conditions. On l'a vu surtout pour des hausses de prix pendant la pandémie, mais on l'a également vu pour des modifications à la date de livraison prévue. Donc, dans certains cas, ça peut être mieux que l'entrepreneur ne réalise pas que vous savez que le plan vous accorde le remboursement des frais de relogement. Ça nous amène directement à l'autre protection qui est le respect des obligations légales ou contractuelles. C'est-à-dire, est-ce que le contrat est respecté? Parce que la date de livraison, c'est une des conditions prévues au contrat, mais c'est évidemment pas la seule. La description des travaux, c'en est une autre quand même assez importante. En général, la question se pose davantage à la réception ou après, hein. Quand on remarque des non-conformités, on pense souvent aux travaux mal faits, mais des fois, les travaux sont bien faits, mais différents de ce qui était prévu au contrat, ou ils sont incomplets parce que l'entrepreneur a oublié quelque chose ou a carrément fait faillite. Dans le fond, le respect des obligations légales ou contractuelles, c'est traité pas mal de la même façon que des travaux mal réalisés, dans le sens où il y a des travaux qui sont nécessaires pour que le contrat soit respecté. Donc, par exemple, même si les travaux sont de qualité, si on réalise que les travaux ne sont pas ceux qui étaient prévus, que les plans n'ont pas été respectés, puis que vous en subissez un préjudice, bien, c'est possible de réclamer. Par exemple, s'il y a des erreurs dans les matériaux utilisés, vous aviez prévu un comptoir en quartz, un comptoir en bois massif qui a été installé. Le contrat n'a pas été respecté, il y a clairement un préjudice parce que ça ne vaut pas la même chose. Donc, c'est une protection qui est prévue au plan de garantie également. C'est juste que c'est traité différemment quand le problème est découvert avant la réception qu'après. Parce que normalement, si on découvre un problème à la réception, ben, l'entrepreneur existe encore, il peut tenter de le corriger.
Puis en fait, normalement, l'entrepreneur devrait reprendre lui-même les travaux ou tenter de trouver un arrangement sans que vous ayez à réclamer. Parce que c'est un bon entrepreneur, ben, à moins que votre demande soit exagérée ou frivole, là, il veut garder un bon nom pour la clientèle, il veut garder un bon dossier chez GCR, il n'a pas envie qu'il y ait des réclamations. Donc, souvent, si on doit réclamer avant la réception parce que les travaux sont encore nécessaires, ben, c'est soit que l'entrepreneur ne veut pas respecter le contrat, hein, il veut résilier le contrat, soit qu'il est en faillite. Dans ce cas-là, selon les circonstances, le GCR il a le choix entre vous accorder le remboursement des acomptes ou le parachèvement des travaux. Le parachèvement des travaux, c'est quand GCR va en appel d'offres pour trouver un autre entrepreneur pour terminer ou reprendre les travaux aux frais de GCR, aux frais du plan de garantie. Puis là, je tiens à expliquer un peu pourquoi GCR a le choix entre parachever ou rembourser. Il y a une limite au montant qui est couvert par GCR. La limite, elle varie selon le type de bâtiment. On parle de 300 000 pour une maison unifamiliale. Donc, en partant, si le montant des travaux nécessaires dépasse le maximum, ça ne sera pas possible d'aller en parachèvement complet des travaux. Puis même quand le montant respecte le maximum, il y a des cas où il va être jugé que ça causerait un enrichissement injustifié de l'acheteur, donc que ça pourrait être refusé. Mais bon, on va voir quelques cas. Imaginons que vous possédez un terrain. Vous engagez un entrepreneur pour construire une maison à 500 000 rendu à 450 000 de travaux réalisés, votre entrepreneur déclare faillite. Supposons qu'à ce stade-là, vous aviez effectivement versé 450 000 en acompte, donc vous ne subissez pas de perte financière. Vous avez avancé 450 000 il y a eu pour 450 000 de travaux réalisés. Bon. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de trouver un autre entrepreneur pour poursuivre les 8 restants des travaux. C'est désagréable, ça se peut que ça vous cause pas mal de troubles, mais on n'est pas dans un cas de parachèvement par GCA. Maintenant, supposons que vous aviez versé 500 000 en acompte, puis il y a 450 000 de travaux de réaliser. Donc là, GCR aurait le choix entre simplement vous rembourser les 50 000 d'acompte que vous avez versé en trop. Dans ce cas-là, vous avez été remboursé, il n'y a plus de perte, vous revenez au scénario précédent, qui était de 450 000 d'acompte pour 450 000 de travaux. L'autre possibilité, c'est que GCR prenne en charge le 50 000 des travaux qui restent à faire. Dans les deux cas, il y a des avantages puis des inconvénients. D'une part, ben, c'est assurément moins de troubles si GCR prend les travaux en charge. D'autre part, c'est presque sûr que ça va être plus long. Quand GCR prend en charge les travaux, ils ont l'obligation de fonctionner par appel d'offres. Puis passer un certain montant, il faut même qu'il y ait un appel d'offres public. Comme n'importe quel autre contrat public, il faut qu'il y ait au SEAO, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est un processus qui est quand même lourd, qui induit pas mal de délais. Inversement, si vous recevez le remboursement des acomptes versés en trop, ça peut se passer très rapidement. Ça vous force à reprendre votre projet en main, mais ça devrait normalement être beaucoup plus rapide. Puis certains diront que vous devriez en avoir plus pour votre argent. Ensuite, la situation est différente quand le terrain ne vous appartient pas encore, parce que GCR ne peut pas forcer des travaux sur un terrain qui ne vous appartient pas. Puis GCR ne peut pas non plus forcer l'entrepreneur en faillite à vous vendre le terrain avec l'habitation qui est en chantier qui est dessus. On a vu des cas de consommateurs qui ont pu racheter leur futur terrain au syndic de faillite, puis alors GCR a pu aller en parachèvement. Mais tant que vous n'êtes pas propriétaire, pas de parachèvement possible. Donc, si le terrain appartient à l'entrepreneur, c'est le remboursement des acomptes jusqu'à concurrence de 50 000 Si le terrain vous appartient à vous, bien là, c'est la différence entre les acomptes versés puis la valeur des travaux réalisés. Donc, l'information essentielle à retenir à ce sujet-là, c'est que si vous voulez réclamer pour autre chose que des acomptes ou des frais dus au retard de livraison, il faut avoir les titres de propriété. GCR ne peut pas forcer des travaux sur un terrain qui ne vous appartient pas, puis GCR ne peut pas forcer l'entrepreneur ou le syndic de faillite à vous le vendre. Donc, encore une fois, autant que possible, vaut mieux rester en bon terme avec l'entrepreneur jusqu'au passage chez le notaire. Parce que s'il refuse, même si c'est illégal, s'il refuse illégalement de respecter sa promesse de vente, ben, les démarches sont beaucoup plus complexes, puis il n'y a rien qui garantit que vous allez avoir votre habitation. Comme c'est des démarches qui sortent du plan de garantie, puis que la séance ce soir doit porter principalement sur le plan de garantie, on ne va pas s'étendre longuement sur le sujet. Je tenais quand même à vous donner une idée de ce que vous pouvez faire si jamais ça vous arrive. Notamment parce que même si le plan ne peut pas vous aider dans ces démarches-là, c'est des démarches qui peuvent vous permettre ensuite de bénéficier du plan comme prévu. Donc, si jamais vous êtes prêt avec un entrepreneur qui ne veut pas respecter le contrat préliminaire, ça peut être parce qu'il ne veut pas respecter le prix convenu, qui demande une hausse du prix. Ça peut être parce qu'il veut imposer un changement à la date de livraison.
Ça peut être parce qu'il veut vous forcer à renoncer à être accompagné un professionnel à l'inspection pré-réception. Ça peut être parce qu'il veut vous forcer à signer le formulaire d'inspection pré-réception sans réserve, même si vous voyez des non-conformités. Donc, si jamais vous êtes pris avec un entrepreneur qui ne veut pas respecter le contrat préliminaire, il y a principalement deux démarches dont vous devez connaître l'existence. Ça va vous prendre un avocat, mais il faut au moins que vous sachiez que ça existe. D'abord, il y a l'action en passation de titre. Ça, c'est quand on a un contrat préliminaire et qu'on veut qu'un juge force la vente malgré que le vendeur ne veut plus vendre. Ça existe aussi dans l'usager, en supposant que vous êtes le vendeur, que vous avez signé une promesse de vente puis que vous trouvez un deuxième acheteur qui serait prêt à payer plus cher. Il y en a qui vont être tentés de larguer le premier acheteur pour vendre au deuxième. Le premier acheteur peut tout à fait déposer une action en passation de titre pour forcer la vente, s'il s'en rend compte. Le premier problème avec ça, c'est que si le vendeur sait que vous avez l'intention de le forcer à vendre, ben, il pourrait tenter de vous couper l'herbe sous le pied puis de se dépêcher de vendre à quelqu'un d'autre. Parce que, bon, un juge peut facilement forcer une vente. C'est un peu plus gênant pour lui d'annuler la vente du deuxième acheteur, qui lui pouvait être de bonne foi, puis il n'avait peut-être même pas connaissance que le vendeur court après deux lapins en même temps, là. Donc, lui, il n'est pas en cause, là. Il y a des bonnes chances que le juge ne voudra pas nécessairement annuler la vente. Et c'est pour ça que je vais vous mentionner une autre démarche, l'ordonnance de sauvegarde. L'ordonnance de sauvegarde, ça vient interdire temporairement la vente de la propriété, le temps de régler l'affaire sur le fond. Ça a de positif que ça va empêcher l'entrepreneur de vous couper l'herbe sous le pied. Ça a de problématique que, à moins que les travaux soient essentiellement terminés, ça va généralement figer le problème. Parce que, bon, comme c'est pas l'objet de la séance, je vais passer vite là-dessus, mais bon, rapidement, quand j'ai dit qu'un juge pouvait facilement forcer une vente, c'est moins vrai quand les travaux sont pas terminés. Parce que le prix convenu au contrat était pour une maison terminée. Puis là, comme elle n'est pas terminée, en théorie, il faudrait pouvoir évaluer la valeur du bien vendu, malgré les travaux restants. Et ça, c'est pas toujours aussi évident que ça peut paraître. Donc, c'est le genre de choses que les juges vont être plus frileux à faire. Ils vont plus privilégier une compensation financière. Donc, si vous voulez absolument la maison, ça peut être plus compliqué quand les travaux ne sont pas terminés. Donc, je dis, si les travaux ne sont pas terminés, c'est plus compliqué d'obtenir une passation de titre. Mais si on obtient une ordonnance de sauvegarde, il y a des fortes chances que l'entrepreneur va arrêter les travaux. Donc, tout ça pour dire que c'est des démarches où les implications peuvent être complexes, où il faut vraiment bien évaluer sa stratégie. On a une page à ce sujet-là que je vous invite à lire si ça vous concerne, mais surtout, si c'est votre cas, consultez un avocat spécialisé en droit immobilier et rapidement, idéalement. Dernière chose à dire là-dessus, je me répète un peu, bien que ce soit des démarches qui sortent du plan de garantie, comme on l'a vu, il y a certaines protections du plan qui nécessitent que vous ayez les titres de propriété. Donc, une fois que vous êtes propriétaire de l'habitation, le plan existe toujours, puis vous pouvez encore effectuer une réclamation. Donc, c'est des démarches qui indirectement peuvent être nécessaires pour profiter du plan de garantie. Puis, je vais laisser Amélie poursuivre avec tout ce qui est facture inattendue. Maintenant, on va revenir sur la question des obligations contractuelles dans le plan de garantie et en particulier, là, surtout, qu'est-ce qui concerne le prix. Il peut arriver que l'entrepreneur vous demande de payer pour des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Dans certains cas, c'est justifié. Dans d'autres, ce l'est pas. Donc, puis le type de contrat aussi là, que vous avez conclu est crucial pour déterminer ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. Donc, à date, on dit qu'il y avait le contrat de vente, puis le contrat d'entreprise ou de service. Il faut savoir que même dans le contrat de service, il y a plusieurs types de contrats. Donc, pour que vous ayez une idée de ce qui peut être contesté ou pas, de ce qui peut être justifié, ben, en fait, qu'est-ce qui peut ou pas justifier une réclamation, là, on va devoir aborder quelques éléments de droit des contrats qui sortent du plan de garantie, mais qui sont et peuvent être importants pour son application dans le cas d'un contrat de service. Donc, premièrement, il faut faire la différence entre deux choses qu'on va appeler un extra, puis de la surfacturation. Puis, ce que je vais dire là, ça s'applique beaucoup plus souvent à la rénovation qu'au plan de garantie. Alors, même si ça ne concerne peut-être pas encore, là, c'est à retenir parce que une fois propriétaire, ben ça va finir peut-être un jour par servir. Donc, un extra, c'est quand l'entrepreneur veut vous facturer pour des travaux qui n'étaient pas prévus au contrat. Par exemple, vous avez changé d'idée sur les matériaux, puis ça va vous coûter plus cher que prévu. Donc, c'est un élément qui justifie là, que ça va coûter plus cher que le montant initialement convenu. Ou encore, imaginons qu'en cours de travaux, là, on réalise que
la capacité porteuse du sol est moindre que ce que les tests avaient indiqué. Et donc, que votre maison est à risque là, vraiment de s'enfoncer carrément dans le sol. Donc, l'entrepreneur va devoir effectuer des changements aux fondations, voire même pieuter. Donc, évidemment, là, ça va coûter plus cher. Et si l'entrepreneur veut charger ça en fait, ces travaux-là au client, c'est un extra. Ensuite, il faut consulter un avocat là, pour avoir un avis sur la légitimité de l'extra dans un cas spécifique. Inversement, si tous les travaux facturés étaient prévus au contrat et que l'entrepreneur tente quand même d'exiger un prix supérieur à un prix convenu, c'est la surfacturation. Donc ici, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, un contrat, c'est un contrat. Donc le prix convenu doit être respecté, à moins qu'il n'y ait eu une clause au contrat qui permet justement là, cet ajustement de prix, d'où l'importance, là, on y reviendra, mais de bien lire son contrat, le contrat intégralement avant de le signer. Toujours lire avant de signer. Donc, encore une fois, on a une page spécifique là-dessus. J'invite à aller la lire à tête reposée si ça vous concerne. Mais à retenir, si le prix convenu n'est pas respecté à moins d'une clause de modification du prix, ce n'est pas légal, pardon. Et si des extras s'ajoutent en cours de travaux, ça dépend des cas et ça dépend beaucoup du type de contrat. Pour les types de contrats de services, donc il y a principalement trois types de contrats de services. Premièrement, il y a le contrat à forfait. C'est un contrat à prix forfaitaire, donc c'est-à-dire que le prix convenu est fixe, que 100% du risque est assumé par l'entrepreneur. Ensuite, il y a le contrat surestimation. Donc, c'est un contrat où le prix est plus flexible. L'entrepreneur doit respecter là, son estimé, mais uniquement pour ce qui était prévisible au moment de sa soumission. Par exemple, imaginons qu'on découvre là, en cours de travaux que la nappe phréatique est beaucoup plus élevée que prévu, que ça impose des modifications coûteuses au projet et qu'il n'y avait aucun indice de ça au départ. Donc, ce n'est pas un secteur reconnu pour cela, mais peut-être qu'il y avait un test qui avait été fait à un moment où la nappe phréatique était plus basse. Un entrepreneur pourrait dire qu'il s'agissait là d'un extra légitime. Il ne pouvait pas prévoir au départ que la nappe allait être si haute. Inversement, si c'est un secteur bien connu pour des problèmes de sol, mais que l'entrepreneur vient d'une autre région et il s'est juste pas informé, ben le client pourrait faire valoir là, que c'était sa responsabilité, mais en fait la responsabilité de l'entrepreneur de bien s'informer sur le secteur avant de soumissionner. Donc, c'est donc l'option où il y a un partage du risque, chacun là, assumera sa part. Et en cas d'extrait, il faut déterminer s'il est question de quelque chose qui était ou pas prévisible là, au moment de la signature. Finalement, il y a le contrat à prix coûtant majoré ou cost plus en anglais. Donc, un contrat cost plus, on s'engage à payer que ça coûte plus la marge de l'entrepreneur. C'est le type de contrat où le client assume la plus grosse part du risque. C'est clairement un type de contrat à éviter là, si on n'est pas compétent ou disponible pour en fait surveiller les travaux puis surveiller qu'est-ce qui se passe sur le chantier et qu'on n'a pas une grande confiance en l'entrepreneur parce que c'est facile pour un entrepreneur d'en passer des petites vites là, dans ce type de contrat-là et de clients qui ne connaissent pas vraiment, en fait, ils connaissent rien ou manquent de temps comme je viens de mentionner. Que ce soit la gestion des feuilles de temps, des matériaux, c'est vraiment facile. Et c'est sûr que si l'entrepreneur vous a affirmé qu'il pouvait réaliser le projet dans un budget donné, puis qu'il vous arrive à la moitié des travaux avec un budget dépassé, là, il y a des recours. Mais on est loin du contrat à forfait ou même surestimation, là, c'est vraiment plus risqué. C'est normal que le prix fluctue. On n'a pas arrêté un prix fixe au départ, comme avec les deux autres types de contrats. Si ça coûte moins cher que prévu, c'est le seul scénario là, où vous économisez. Mais si ça coûte plus cher que prévu, c'est généralement là, au client de l'assumer. Donc, il faut vraiment là, que vous ayez toutes les raisons au monde de faire confiance à l'entrepreneur, même si de plus en plus d'entrepreneurs l'exigent. Donc, pour limiter leur risque à eux, puis c'est vraiment pas quelque chose qu'on recommande. Cela dit, ça peut être pertinent quand le projet est mal défini ou qu'on s'attend à avoir des surprises. Donc, c'est souvent le cas, par exemple, quand on rénove une maison là, ancestrale. On ne sait jamais trop sur quoi qu'on va tomber. Dans le cadre du plan, là, je le répète, ça s'applique dans un contrat de service
pas un contrat de vente. Donc, ça s'applique quand vous êtes propriétaire du terrain et que vous engagez un entrepreneur pour bâtir la maison dessus. Vraiment, vous êtes le propriétaire. Plus encore, là, ça s'applique pour la partie sur les obligations contractuelles parce que dans certains cas, GCR peut avoir à trancher sur la légitimité d'un extra pour établir là, quelles étaient les obligations contractuelles qu'ils doivent garantir. Donc, puis, si quelque chose n'est pas couvert par GCR, bien, ça peut quand même vous servir là, à le poursuivre au civil. Ensuite, la force majeure. Donc, une des raisons qui est parfois utilisée par des entrepreneurs pour justifier qu'ils ne respectent pas leur contrat, c'est un cas de force majeure. On l'a vu énormément durant la pandémie, on le voit encore à l'occasion. Donc, l'entrepreneur va dire qu'il n'a pas le choix de hausser son prix parce qu'il y a un cas de force majeure. Donc, les matériaux ont monté de prix, voire sont en pénurie, le renouvellement des conventions collectives, accorder des augmentations de salaire plus élevées que prévues aux ouvriers. Donc, le Code civil du Québec prévoit effectivement là, qu'en cas de force majeure, on peut libérer quelqu'un de ses obligations. C'est-à-dire que ça peut lui permettre de ne pas respecter un contrat sans en être légalement responsable. Mais la majorité du temps, là, c'est une mauvaise excuse très mal utilisée. Qu'il ne faut pas là, confondre avec le act of God dans le droit commun, le droit de common law, la common law, et qui ne s'applique pas là ici. C'est pas le cas pour ce soir. Donc, d'abord, qu'est-ce que la force majeure en droit civil québécois? C'est quelque chose d'imprévisible et irrésistible qui rend impossible l'exécution d'une obligation. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui ne pouvait pas être prévu au départ, que personne ne savait. Donc, par exemple, catastrophe naturelle, un typhon. Le renouvellement des conventions collectives, ça semble quelque chose d'assez prévisible. Donc, pas un typhon, mettons. Ensuite, il faut que ce soit irrésistible. Un glissement de terrain qui vient couper la seule route se rendant au chantier, on peut penser que c'est assez irrésistible. Surtout, il faut que ça rende le respect de l'obligation là, impossible à réaliser. Donc, pas juste plus coûteux, voire même plus rentable. Il faut que ça soit impossible. En fait, si avec un ajustement de prix, tout à coup, ça devient possible, c'est déjà un bon indice qu'on n'est probablement pas dans un cas de force majeure, puisque manifestement, là, c'est possible de respecter l'obligation. Donc, la plupart du temps, si on vous demande une augmentation de prix en plaidant la force majeure, ça ne tient pas la route, là. En fait c'est plus nuancé là, c'est sur les retards de livraison. Mais la question de la prévisibilité ou pas de l'obstacle va être importante, là. Par exemple, durant la pandémie, il y a eu des entrepreneurs qui avaient signé leur contrat avant la pandémie pour une livraison à l'été, qui ont plaidé la force majeure. Ils pouvaient pas là effectivement savoir que le gouvernement allait fermer les chantiers. Puis l'impact de la pandémie, là, ça aurait sur en fait, l'impact que la pandémie, ça aurait sur les chaînes d'approvisionnement. Mais il y en a d'autres là, qui ont signé alors que les mesures sanitaires étaient déjà en place. Donc là, ça devient plus dur là, devant l'arbitre de défendre qu'on ne pouvait pas prévoir le délai supplémentaire, alors que les impacts étaient déjà là. Ils étaient déjà en cours. Donc, on voit que c'est une notion qui peut avoir un impact là, même dans le plan de garantie, parce que ça, c'est effectivement là, ça s'est déjà retrouvé en arbitrage. Encore une fois, il y a une page spécifique sur la force majeure, là. N'hésitez pas à aller la consulter à tête reposée si jamais ça vous concerne, comme je vous ai mentionné avec l'autre slide de la PowerPoint de tout à l'heure. Et surtout, comme c'est une notion là, hautement subjective, ben, consultez un avocat. Irrésistible, je trouve ça bizarre dans la force majeure, la définition de ça. Ben, pour le irrésistible, c'est vraiment l'idée aussi que tu peux pas, ça rend l'obligation impossible, là. Tu peux Mhm, pas résister à ça. Tu peux pas faire quelque mhm, chose, te préparer ou te. mhm. Puis là, c'est drôle, j'en parlais justement à une avocate tout à l'heure parce que je me dis, il doit y avoir une limite en quelque part. Moi, dans ma tête, je me dis toujours que avec un budget fini, il y a beaucoup de choses impossibles qui deviennent possibles. Donc, je ne sais pas où les tribunaux mettent la limite euh, du mot impossible, là. Par exemple, imaginons que, comme Amélie a parlé d'un glissement de terrain, imaginons qu'il y a un glissement de terrain qui rend le seul chemin qui se rend au terrain impraticable. La route est détruite, il peut plus apporter sa machinerie.
Bon, ben, on pourrait dire que le glissement de terrain a rendu impossible de respecter le délai. Mm. Pourtant, supposons qu'on a un budget infini, ben, je veux dire, la machinerie, il peut la porter par hélicoptère s'il veut, là. Donc, c'est pas objectivement impossible, Mhm. mais raisonnablement, on peut pas s'attendre à ce que l'entrepreneur va apporter sa machinerie par hélicoptère pour être sûr de terminer dans les délais. Il va attendre la semaine ou les 2 semaines que la route soit refaite, puis il va Mhm. continuer après. Puis c'est quand même un petit peu aussi du cas par cas, là, vu que c'est très, très subjectif. Et au final, c'est vraiment le juge, la juge qui va prendre sa décision, là. Maintenant qu'on a beaucoup parlé des protections, on tenait là, à avoir un volet prévention, donc c'est-à-dire parler un petit peu de contrat. Donc, parce que tout part de là, tout part du contrat. JCR a un contrat type justement qu'elle offre là, aux entrepreneurs, mais la plupart des entrepreneurs vont utiliser leur propre contrat, donc lequel va comporter là, des clauses qui les protègent davantage que les acheteurs ou l'acheteur. C'est donc vraiment, vraiment super important de bien lire son contrat, en particulier si c'est pas le contrat type proposé par JCR. Si c'est celui de JCR, lisez-le bien pour bien comprendre ce à quoi vous vous engagez. Mais au moins, on sait qu'il est, en tout cas, vraiment plus juste et équitable là, que si c'est un contrat fait par l'avocat là, de l'entrepreneur. Si c'est pas celui de GCR, comprenez tout de suite que c'est pas pour vous avantager. Que l'entrepreneur paye un juriste pour lui rédiger son propre contrat pour que ça soit 100% à son avantage à lui, là, pour qu'il sorte le plus gagnant possible de chaque contrat. Donc, lisez-le attentivement et à moins que vous soyez vraiment en mauvaise posture, là, n'hésitez pas à tenter de négocier les clauses qui vous semblent déraisonnables. Là. On le disait récemment que les condos neufs avaient de plus en plus de misère à se vendre. Donc, ça ouvre la porte là, vraiment à la négociation. En particulier, voici quelques types clauses à surveiller. Là. D'abord, il y a la clause d'ajustement de prix. Depuis la pandémie, beaucoup de contrats là, comportent une clause où l'entrepreneur se réserve le droit d'ajuster le prix si le prix des matériaux augmente là, significativement. Donc, il faut savoir que c'est pas illégal d'avoir ce genre de clause, mais que la plupart du temps, là, elles sont pas rédigées de manière légale. Donc, c'est presque à l'avantage de l'acheteur. Parce que ça veut dire que si l'entrepreneur tente de s'en servir, ben, l'acheteur aura une assise légale là, pour la contester. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut vous battre là, si la clause est là. Par contre, c'est important d'en être conscient puis aussi d'être conscient que l'entrepreneur a souhaité se réserver là, ce droit-là. Donc, pour pas être surpris si jamais il s'en sert. Donc, ensuite, il y en a qui, au lieu de se réserver le droit d'augmenter le prix, ils vont se réserver le droit de résilier le contrat dans certaines circonstances. Ça, c'est vraiment surveillé parce que c'est plus difficile à contester et c'est facile à utiliser pour faire chanter l'acheteur. En fait, c'est un peu un moyen détourné d'avoir une clause de modification de prix. Parce que si l'entrepreneur a le pouvoir de résilier le contrat unilatéralement, là, il peut utiliser ça comme moyen de pression pour forcer l'acheteur là, à payer davantage. Un autre moyen là, encore plus subtil d'aller chercher un avantage, c'est si l'entrepreneur vient redéfinir c'est quoi une force majeure. Certains là, vont, à même le contrôleur, venir redéfinir le terme là, pour qu'il soit plus facile d'invoquer un cas de force majeure là, pour se libérer de son obligation, de ses obligations en fait. Puis encore une fois, là, ça peut être utilisé comme le levier de négociation. Là. Il faut vraiment porter une attention là, à la formulation mettons, là, la force majeure. Et finalement, il arrive que le contrat fasse renoncer l'acheteur à certains droits, là. Par exemple, l'article 21-25 du Code civil du Québec permet au client d'un contrat de service de résilier le contrat à tout moment. Et ce, même si la prestation de service a déjà commencé. Ça veut dire que vous avez engagé un entrepreneur pour construire une maison sur votre terrain. À mi-chemin, vous n'avez plus confiance en lui. Vous avez le droit de résilier le contrat et de poursuivre avec un autre entrepreneur. Attention, ce n'est pas sans conséquence. Il va quand même falloir régler vos comptes avec lui. Donc, mais c'est votre droit, là. Donc, ça se fait. Par contre, le contrat pourrait comporter une clause où le client là, renonce à son droit de résiliation unilatérale. Donc là, vous n'auriez plus ce droit en fait. Là. Donc, toute clause où le client renonce à un droit prévu dans la loi doit être bien comprise là, avant signature. Parce qu'une fois signé, la plupart du temps, il est trop tard.
Dans tous les cas, là, si le contrat vous semble déraisonnable et que vous êtes en position de négocier, pourquoi pas consulter un notaire que vous payez, pas celui de l'entrepreneur, pour s'assurer là, de son impartialité, évidemment. Sinon, si vous n'êtes pas à l'aise avec le contrat, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de pas le signer. Il y en aura d'autres. C'est toujours frustrant quand on rêve d'une propriété de la laisser aller, mais un projet comme celui-là, c'est tellement important et un gros projet. Donc, la relation de confiance, en fait, là, est vraiment essentielle. Puis, si dès la lecture du contrat, votre confiance s'effrite, il y a de fortes chances que ça va pas aller en s'améliorant non plus durant les travaux. Donc, petite nuance aussi importante. Je viens de vous dire qu'une fois le contrat signé, la plupart du temps, il est trop tard. Il y a deux exceptions importantes. Premièrement, l'article 1785 du Code civil du Québec stipule que dans votre contrat de vente d'un immeuble à usage d'habitation, il doit y avoir une clause qui permet là, à l'acheteur d'annuler sa promesse d'achat dans les 10 jours de la signature, le droit des dédits, voire dans les 10 jours de la réception de la note d'information quand c'est nécessaire. Puis si jamais une pénalité est prévue en cas de dédit, ben, elle ne peut pas là, excéder 0,5% du prix de vente convenu. Donc, prenons un exemple, une maison de 500 000 on parle quand même d'un 2 500 $. Donc, ne signez pas là, à la légère. Mais quand même, des fois, c'est plus avantageux de perdre 2 500 $ que d'engloutir 500 000 dans un mauvais projet. Deuxièmement, euh, le Code civil du Québec prévoit la notion d'un contrat d'adhésion. Quand deux personnes s'engagent à quelque chose, c'est généralement un contrat de gré à gré. Les deux sont arrivés à une entente. Quand une des deux personnes impose les conditions à l'autre, on va dire que c'est un contrat d'adhésion. C'est souvent le cas en consommation parce que l'entreprise a ses contrats types et les impose à tous les clients sans qu'il y ait vraiment la possibilité de négocier. La loi prend en compte que quand on vous impose les termes du contrat, vous êtes désavantagé, voire même en situation de vulnérabilité. Donc, plusieurs types de clauses peuvent être invalidées quand il est question d'un contrat là, d'adhésion. La clause qui vous renvoie un document, par exemple, externe auquel vous n'avez pas eu accès, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable ou encore la clause abusive, c'est-à-dire une clause là, qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière vraiment là, disproportionnelle, excessive, déraisonnable, allant à l'encontre de ce qui exige la bonne foi. Le but n'est pas ce soir de donner un cours de droit sur toutes ces notions-là, mais c'est que vous sachiez que si vous n'avez pas eu la possibilité de négocier le contrat là, et que vous y trouvez des clauses qui vous semblent pas tout à fait legit et raisonnables et qui vous causent de problèmes, ben ça pourrait valoir la peine de consulter un avocat. Il n'est peut-être pas encore trop tard pour les faire invalider. Finalement, une dernière notion connexe, la loi sur la protection du consommateur vous protège dans la quasi-totalité de vos achats, mais une exception notable, c'est l'immobilier. Donc, quand vous achetez une habitation, l'essentiel de la loi sur la protection du consommateur ne s'applique malheureusement pas. Néanmoins, une des parties qui continue de s'appliquer, c'est celle sur les représentations fausses ou trompeuses. Donc, si on vend une habitation en vous promettant le maire et monde et que la réalité vous rattrape, ben, sachez qu'il y a des recours. Ça, c'est vu notamment là, en matière de superficie de copropriété, quand le condo est finalement beaucoup plus petit que ce qui était promu, ou encore en matière d'insonorisation. Maintenant, je vais laisser Marc-André poursuivre là, avec le processus de réclamation. Donc, de retour au plan de garantie, la séance de ce soir porte principalement sur des protections avant réception, mais je voulais quand même aborder rapidement le processus de réclamation. C'est un sujet vraiment qui mériterait une séance à lui tout seul, mais ça nous semble important d'au moins faire le survol de ce qui vous attend si jamais vous décidez de faire valoir vos droits. D'abord, certains vont vraiment vous conseiller de commencer par contacter votre entrepreneur, d'essayer d'abord de régler ça avec lui. GCR notamment tente de pousser les acheteurs puis les entrepreneurs à au moins tenter de s'entendre. Je serais un tout petit peu plus nuancé sur cette question-là. C'est évidemment mieux, plus agréable, moins coûteux, plus rapide, plus simple pour tout le monde si vous arrivez à vous entendre. Mais on voit aussi des cas où des gens qui ne connaissent pas leurs droits sont royalement avoirs par des entrepreneurs qui connaissent bien les failles du système. Donc, évidemment que si vous avez une bonne relation avec l'entrepreneur, c'est une bonne chose de tenter de s'entendre. Mais si vous sentez qu'il tente de vous en passer une, ça vaut vraiment la peine d'aller chercher l'information ailleurs puis de ne pas se fier uniquement à vos talents de négociateur. D'abord, on vous encourage fortement à contacter GCR.
Ils ont une équipe pour répondre à vos questions. Puis surtout, les informations que vous leur donnez sur votre entrepreneur, qui sait, ça peut les aider à mieux l'encadrer. Ça peut peut-être même contribuer à éviter à d'autres ce que vous êtes en train de vivre. Donc, n'hésitez pas à les appeler. Ensuite, ben, si vous n'êtes pas satisfait de ce qu'ils vous ont répondu, ben, appelez-nous, ça nous intéresse. Ça se peut qu'on soit obligé de vous dire qu'ils ont raison. Mais ce n'est pas pour rien que le règlement prévoit un processus d'arbitrage, c'est parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, si vous n'arrivez pas à vous entendre, les étapes sont assez simples. D'abord, vous devez envoyer un formulaire de dénonciation à l'entrepreneur et à GCR. Et là, je le répète, c'est vraiment important d'envoyer à l'entrepreneur et à GCR, sinon il ne sera pas reconnu. Donc, le formulaire indique le manquement pour lequel vous demandez une réparation, puis l'entrepreneur a alors 15 jours pour corriger le problème. S'il ne le fait pas ou que vous n'êtes pas satisfait de ce qu'il a fait, bien là, vous êtes rendu à l'étape de faire vraiment une réclamation formelle à GCR. Ensuite, il y a un conciliateur de GCR qui va se pencher sur votre réclamation et qui va devoir trancher de manière impartiale dans le respect du règlement. Il n'est pas là pour vous défendre, il n'est pas là pour défendre l'entrepreneur, il n'est même pas là pour faire justice, il est là pour faire appliquer le règlement. Une fois qu'il a rendu sa décision, si vous, l'entrepreneur, vous n'êtes pas d'accord, vous avez 30 jours pour porter la cause en arbitrage. C'est-à-dire qu'un arbitre va tenir un peu comme un mini-procès privé pour en arriver à une décision qui va avoir force de loi. Ça demande de la préparation et puis généralement les services d'un avocat, mais quand même, ça a l'avantage d'être beaucoup plus rapide puis beaucoup moins coûteux que d'aller devant les tribunaux. Notez également qu'on est là pour vous aider, au minimum en essayant de répondre à vos questions, de vous guider vers des réponses. Dans certains cas, on peut même vous offrir des services juridiques à coût modique. Ce n'est pas tout le monde qui se qualifie, là, mais on peut au moins voir si vous vous qualifiez. Pour aller plus loin, moi, je vous conseille fortement la lecture de notre guide d'arbitrage que vous pouvez trouver sur notre site. Et finalement, sachez qu'il existe un bureau des plaintes avec l'équivalent d'un ombudsman chez GCR. Donc, si vous jugez que vous avez mal été traité par GCR, pas juste que vous n'êtes pas d'accord avec la décision, mais que la façon dont la décision a été rendue n'est pas correcte, par exemple, bien, ça vaut la peine de porter plainte. Ça ne réglera probablement pas votre cas, mais si personne ne porte plainte, ben, les problèmes ne se règlent jamais tout seul, malheureusement. Donc, si je fais une synthèse de tout ce qu'on a pu voir ce soir, qu'est-ce qui est le plus important à retenir? D'abord, il y a 3 protections du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs qui s'appliquent avant même la réception de votre future habitation. D'abord, la protection des acomptes jusqu'à 50 000 avec une preuve de paiement. 2, le remboursement de frais de relocalisation, de déménagement et d'entreposage jusqu'à 6 000 3, le respect des obligations légales et contractuelles qui va généralement jusqu'à 300 000 Cependant, dans le dernier cas, pour ce qui est parachèvement, il faut avoir les titres de propriété pour en profiter. Donc, si votre entrepreneur refuse illégalement de vous vendre la propriété, le plan ne pourra rien pour vous protéger. Une option, alors, c'est de vous adresser aux tribunaux, d'abord pour l'empêcher de vendre la propriété à quelqu'un d'autre, puis ensuite pour forcer la vente à vous. On comprend donc que dans ce genre de différends-là, vous êtes beaucoup mieux protégé si vous êtes dès le départ propriétaire du terrain et que vous avez un contrat de service avec l'entrepreneur que si vous avez un contrat préliminaire à un contrat de vente. Cela dit, dans les deux cas, c'est essentiel de bien lire son contrat, en particulier si ce n'est pas le contrat type de GCR, puis de porter une attention particulière aux clauses qui viennent accorder des droits exceptionnels à l'entrepreneur ou encore qui vous font renoncer à vos droits. Également, avant de signer, consultez le dossier des entrepreneurs au répertoire accrédité chez GCR, au répertoire des entrepreneurs accrédités chez GCR, puis il faut absolument que son accréditation soit active. Idéalement, si l'entrepreneur change régulièrement de numéro d'entreprise, consultez le dossier de plusieurs de ces entreprises. Vous pourriez même en profiter pour contacter d'anciens clients. Surtout, n'oubliez pas que l'entrepreneur doit vous faire signer 2 contrats. Le contrat pour la construction et le contrat du plan de garantie. Puis, une fois le contrat conclu, bien, vérifiez que votre adresse a été ajoutée à son dossier au registre des entrepreneurs accrédités chez GCR. Notez que vous avez 10 jours après la signature ou la réception de la note d'information pour annuler votre contrat, mais qu'une pénalité qui va jusqu'à 0,5 % peut s'appliquer. Ensuite, si vous vous rendez compte qu'il y a certaines clauses de votre contrat qui sont déraisonnables et que ça vous cause problème,
consultez un avocat. Si vous n'avez pas pu les négocier, ça pourrait être possible de les invalider. Si vous devez réclamer, il faut se rappeler qu'il faut d'abord remplir un formulaire de dénonciation et l'envoyer à l'entrepreneur et à GCR. Puis finalement, il ne faut pas hésiter à contacter GCR. Puis si vous avez besoin d'aide, à consulter notre site web ou à contacter notre service d'information. Ça conclut la matière qu'on voulait couvrir ce soir. Merci beaucoup pour votre présence. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à notre infolette ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et également, je tiens à remercier encore une fois la Régie du bâtiment du Québec de financer le projet qui nous permet de produire des séances comme celle-ci. Puis évidemment, je remercie encore Maître Amélie Langto pour sa participation ce soir. Et ça nous amène à la période des questions. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des questions. Bonsoir. Moi, j'aurais deux questions. Oui, Euh, Premièrement, merci pour la séance. C'était très instructif. merci. Euh, Premièrement, en relation à la responsabilité de l'entrepreneur, euh, est-ce que sur un principe que l'entrepreneur respecte le code du bâtiment et qu'il arrive tout de même un défaut de fabrication ou un problème avec un travaux, est-ce que ça le dégage de sa responsabilité? Non, ça ne le dégage pas de sa responsabilité. C'est vraiment, je pense, l'idée qu'ils ont une obligation de résultat et pas de Mhm. moyens. Après ça, c'est sûr qu'il va se servir du code pour se défendre, là. Mais normal. Mais là, Amélie pourra compléter, là, mais j'imagine que ça dépend aussi c'est quoi le type de problème, là. Mais si c'est vraiment un problème qui cause un préjudice réel, ben le préjudice en Oui, soi est un problème, là. c'est ça, OK. exactement. Tu sais, en fait, il faut qu'il reçoive sa maison sans malfaçon, sans vice de construction. Donc, c'est comme ça. Fait que oui, mais c'est une bonne La question. dernière, ma dernière question, c'était, on a parlé plusieurs fois de la recommandation de faire affaire en cas de doute avec soit un avocat ou un notaire. Mhm. Euh, Dans la dynamique d'un recours, est-ce que ces frais-là qui sont encourus par le client peuvent être aussi remboursés dans la démarche? D'habitude, non. Amélie pourra peut-être. D'habitude, Ouais, c'est ça, il n'y a pas la d'habitude, question de la non, mauvaise mais foi. oui, c'est ça exactement. Quand il y a de la mauvaise foi, là, le juge peut décider de. Ben, en fait, l'arbitre peut décider justement de l'accorder, mais c'est rare. C'est très rare. OK, parfait. D'où l'intérêt, si vous vous qualifiez, de passer par chez nous. Puis si vous ne vous qualifiez pas, il y a quand même, bon, la loi sur le barreau a changé il y a à peu près 2 ans et permet maintenant à des OBNL d'offrir des services juridiques à coût modique. La CQC n'a pas des reins hyper solides pour se mettre à offrir des services déficitaires à tout le monde, mais il y a des organismes qui ont plus de moyens, qui en offrent un peu plus que nous aussi. En général, ils ne sont pas spécialisés en construction, par exemple, là, mais quand même, des fois, vous pourriez être surpris puis en trouver un qui peut vous aider à moindre coût qu'un réel avocat. Après ça, souvent, OK. ça dépend de votre situation financière, là, parce que Mhm. souvent, puis nous-mêmes, c'est un critère important aussi. On peut pas, on va pas aider de manière déficitaire quelqu'un qui fait 300 000 par année, là, qui pourrait se payer lui-même un avocat. Mais, mais c'est ça. Il y a des organismes, des fois, qui peuvent vous aider. Euh, Vérifiez vos assurances, des fois. On ne sait jamais. Il y en a plusieurs qui ont accès à une assurance frais juridique. Par exemple, il y a certains assureurs que quand vous avez assurance auto et habitation chez eux, ben, il vient soudainement se rajouter une petite assurance frais Mhm, juridique. mhm. Euh, donc, faut dire aussi que le processus d'arbitrage chez GCR, vous n'êtes pas obligé d'être représenté par avocat. Si vous êtes capable d'avoir un avocat qui va juste préparer votre dossier puis d'aller vous représenter vous-même avec ça, ça peut tout à fait faire l'affaire aussi. Parfait. Merci. J'ai une question ici. Oui, Euh, Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation, très, très oui. appréciée, très bien fait. Dans le cas d'une réduction de surface habitable par Mhm. rapport à Mhm. celle qui était sur le contrat préliminaire,
pour des raisons là, incontrôlables, supposément, de l'entrepreneur. Est-ce que on a un certain recours? Oui. Oui, vous avez un recours parce que c'est pas nécessairement, ben en fait, c'est pas qu'est-ce qui était prévu sur le contrat. Donc, oui. Après OK. ça, la nuance, c'est que le recours n'est pas nécessairement en vertu du plan de garantie. Non, oui, ça, c'est sûr. Donc, Ouais. ça peut être, ça peut impliquer d'aller en Cour du Québec. Oui. Ah, c'est ça. C'est ça, Ouais. OK. Ça implique que je fasse des démarches légales avec un avocat Mhm. pour pouvoir Mhm. réclamer une C'est partie. Ben, c'est ça, l'autoreprésentation est possible, mais c'est sûr que oui, c'est sûr que Ouais. ça va être plus difficile, mais oui, Puis ça je implique vous aussi recommande de. des délais assez longs, Oui, j'imagine. aussi. on Aussi. avait compilé des statistiques là-dessus l'an passé et les délais sont atroces en cours des petites créances. Ouais. Mais en Cour du Québec, c'était beaucoup Moins plus pire. raisonnable. C'était Mhm. beaucoup plus OK. raisonnable, là. Si je me souviens bien, c'était de l'ordre d'à peu près 6 mois, là. OK. Ça se défendait. Ah, OK. Euh, Puis même les petites créances, j'ai pas pu mettre à jour les données encore parce que c'est des données qu'il faut avoir par accès à l'information. Mais de ce que j'ai compris, c'est que depuis qu'ils sont en train d'implanter la médiation obligatoire aux petites créances, ça, ça a beaucoup élagué de dossiers qui se règlent autrement. Ça fait que les dossiers peuvent se régler avec autre chose qu'un juge, puis ça fait que ça va beaucoup plus vite, semble-t-il. L'implantation est encore progressive, là, c'est pas partout que c'est rendu comme ça, mais ça se pourrait qu'on ait des belles surprises quand on va mettre les statistiques à jour. Mhm. Euh, Puis l'autre chose à penser, c'est quand on dit ça va coûter des frais d'avocat et tout, ça dépend toujours c'est quoi le montant qui est demandé. Euh, Si on réclame pour 15 000 et moins, ben, on peut aller aux petites créances. Mhm. Et Mhm. puis là, tout d'un coup, il n'y en a pas d'avocat. OK, je comprends. Est-ce qu'il y a un certain pourcentage tout de même de différence par rapport au contrat préliminaire qui pourrait être acceptable de la part de l'entrepreneur que moi je devrais faire? Est-ce qu'il y a Ça, un en juge? fait, faudrait aller voir la jurisprudence parce que là, comme ça, je pourrais pas vous dire, OK. mais oui, ça pourrait se trouver là, avec la jurisprudence, donc les anciennes décisions. Ça, je vous réfère à Canly, Maxime. Annie, C'est ça, C-A-N-L-I-I. vous avez Oui. toutes les CANLII. CANLII. C'est gratuit, il y a vraiment tout. J'adore, c'est mon outil de recherche préféré. Donc, je vous le recommande. OK. Fait que comme ça, vous pouvez aller voir s'il n'y a pas C'est justement là, une, des ré- cas de une- jurisprudence. Ouais, exactement je vais voir. nuancer le vraiment tout dans le sens où il y a quand même un certain délai Non, avant oui. que les dossiers soient rentrés, là. Mais c'est vraiment, de notre avis, c'est le meilleur outil disponible gratuitement. Puis Soki, ça s'écrit comment? Vous l'écrivez comme SOQUIJ, je pense. QUIJI. C'est la Société québécoise d'information Oui. juridique. Q-U-I-J. SOQUIJI. OK, parfait. Ça? Merci beaucoup. C'est OK, tout. oui. Puis, juste, je vais peut-être rajouter un petit quelque chose parce que je m'étais penché un peu là-dessus il y a un mois ou deux. Euh, la question de la contenance, c'est-à-dire, mettons, la superficie, Oui. c'est délicat parce que, dans le fond, en général, quand on poursuit en dommage, parce qu'on a subi un préjudice. Donc là, il faut démontrer que ça nous cause préjudice, le fait que c'est plus Ouais. petit. Et dans certains Ouais. cas, c'est évident, dans certains cas, ça l'est moins. Tu sais, si on venait à démontrer qu'il y a 2 pieds carrés de moins dans la pièce, Mhm. le juge risque d'arriver à la conclusion que, ben, est-ce que vraiment vous n'auriez pas payé le même prix si vous avez dit que l'appartement allait être 1 002 pieds carrés puis qu'il est arrivé à 1 000 pieds carrés? Est-ce que vous Ouais, je auriez comprends. payé un prix différent? Mhm. Puis aussi, il nous disait que ça aide beaucoup si lors de la négociation, ça a été mentionné que la surface était de quoi d'important. Puis ça, on n'en parle jamais dans les maisons, ces questions-là, c'est vraiment des questions de condo, parce que dans les condos, c'est vrai que l'entrepreneur ne sait pas ça va être quoi la surface finale quand il vend le condo. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ah, finalement, il a fallu tasser la cage d'escalier. Ah, il a fallu si la ventilation a pris plus de place que prévu. Fait qu'il ne sait pas au départ, quand il commence à vendre, les Ouais. plans finaux ne sont pas faits et il ne sait pas ça va être quoi exactement la superficie finale. Et donc, il nous donne une superficie brute et éventuellement, on va avoir une superficie nette qui va être la vraie superficie. Si l'entrepreneur n'a jamais mentionné à l'acheteur c'est quoi la différence entre la superficie nette et la superficie brute, puis que l'acheteur, pour lui, c'était important d'avoir au moins tant de pieds carrés, puis que c'est pas ça qu'il y a,
ben là, ça va être plus facile à plaider que si ça avait l'air d'un facteur pas important pour le Ouais. consommateur. Oui, je comprends. C'est une nuance importante à faire. OK, merci. Mais d'un point de vue contractuel, il en demeure pas moins que si j'ai acheté, pour exemple, 2100 pieds carrés, puis que l'entrepreneur, au niveau de sa superficie habitable versus superficie de terrain, est en défaut, ben moi, puis il diminue de 5% ses pieds carrés, ben il en demeure pas moins qu'au niveau du contrat, moi, j'ai payé peut-être 30 000 de plus pour rien. À cause que Ben, après, c'est ça, c'est d'établir ça. C'est d'établir ça. Un des moyens qu'il va y avoir, c'est par exemple d'aller comparer les prix d'habitation comparables avec cet écart-là de pieds carrés dans le même secteur. Parce que ce qu'un économiste pourrait dire, c'est que quand on achète une propriété, le terrain en soi a une valeur. Il n'y a pas de maison dessus, il y a déjà une bonne valeur. Donc, on ne peut pas juste dire, on va faire une règle de 3, puis on va dire c'était tant de pieds carrés, puis finalement, c'est ça qu'on a eu. Fait il y a toute une question d'expertise. Chacun va avoir son expert pour démolir l'autre, pour venir dire combien ça vaut le pied carré de moins. Ouais. OK. Merci. OK, c'est bon. Merci beaucoup. C'est clair. Merci. Moi, j'aurais une question concernant les Oui. droits de résiliation. Je pense pas que ce soit courant, mais on a vu déjà un entrepreneur qui avait mis dans son contrat qui se réservait le droit de résilier dans telle circonstance, unilatéralement. Évidemment, il va rembourser les dépôts, là, la question n'est pas là. Mais il se réservait ce droit-là. Et quand on a vu ça, ça nous avait un peu interpellés parce qu'on se disait, mais à partir du moment où il se donne ce droit-là, qu'est-ce qui l'empêche de l'utiliser comme un levier de négociation? Après ça, il peut dire à n'importe qui, bon, ben, si tu n'acceptes pas de payer plus, moi, je résilie le contrat. Oui, c'est ça. Mais évidemment, il s'était donné ce droit-là dans certaines circonstances. Il faut que les circonstances se produisent. Mais si je me souviens bien, il y avait entre autres mis dans les circonstances des cas où des répercussions économiques font en sorte que le projet est plus rentable. Ben là, va démontrer, toi, comme acheteur, que c'est pas vrai que le projet est plus rentable. OK. Mais tout est question de négociation dans la vie, là. Imaginons, puis là, je vais me mettre dans le cadre d'un contrat de service à la place. Imaginons que j'ai un entrepreneur, on négocie, et puis lui, il sait que, parce que dans un contrat de service, c'est déjà prévu, le consommateur a le droit de résilier n'importe quand. C'est pas sans conséquence. Il va quand même falloir qu'il règle ses comptes avec l'entrepreneur. Mais il n'a plus confiance dans l'entrepreneur, il pense qu'il ne fera pas une bonne job, puis il veut continuer avec un autre. Il a le droit de résilier, puis de repartir avec un autre entrepreneur. Bon, l'entrepreneur qui sait ça, il va en tenir compte dans son prix que ça se peut à mi-chemin qu'il se fasse dire finalement, je veux un autre entrepreneur, là. Donc, supposons que l'entrepreneur arrive et dit, OK, tu veux que ça soit encore moins cher, je suis prêt à te le faire un peu moins cher, mais tu renonces à ton droit de résiliation. Donc, moi, j'assume plus un risque que tu me fasses faux bond en cours de route, mais je suis prêt à te le faire moins cher. Ça peut être de bonne foi, je dis que ça soit juste et équitable aussi, mais c'est de lire le contrat puis de voir est-ce que ça vous semble raisonnable ce qui est écrit là. Et on pense que dans certains cas, ça ne l'est pas. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ce soir? Oui, donc je vais répéter la question pour l'anonymiser. On est dans un contrat préliminaire à la vente. Donc la maison est en construction. Puis le prometteur acheteur a constaté qu'il y a eu un problème à la coulée des fondations. Donc, il aimerait que des tests soient faits pour vérifier la qualité du béton, sauf que l'entrepreneur refuse les tests puis lui a transmis un avis de résiliation unilatérale du contrat préliminaire. Donc, qu'est-ce que GCA peut faire? Est-ce qu'ils peuvent forcer les tests? C'est quoi les recours du promettant acheteur? Là, ce que madame nous dit, c'est qu'elle aimerait ça qu'il y ait des tests qui soient faits sur le béton. Bon, OK. À ma connaissance, on ne peut pas forcer l'entrepreneur à le faire. C'est son terrain, c'est lui qui est construit dessus, la maison, c'est encore à lui. Puis, GCR a son programme d'inspection. C'est sûr que s'ils sont au courant qu'il y a un problème, je suppose qu'ils vont avoir un intérêt à aller inspecter un peu plus parce que c'est eux qui vont garantir cette maison-là après, peu importe à qui elle est vendue. Mais quand même, l'acheteur, lui, n'a pas le pouvoir de forcer des inspections.
Mais quand même, l'acheteur, un jour, devient propriétaire. Et une fois que cette maison-là est à lui, il a tout autant le droit de faire des tests sur sa maison. Et si jamais les tests montrent que c'est mal fait, il va pouvoir faire une réclamation à GCR. Après. C'est sûr que c'est vraiment pas le processus idéal, mais l'entrepreneur a drôlement pas intérêt à ce que le problème soit découvert après la livraison parce que ça va y coûter beaucoup plus cher que si il avait fait les correctifs dès le départ. Avant, c'est ça, de monter la Ça structure. peut expliquer qu'un entrepreneur préfère essayer de se débarrasser de son client pour vendre à quelqu'un d'autre qui ne l'aura pas remarqué. Mais d'un autre côté, si GCR est au courant, il faudrait voir comment ils vont réagir, là. Euh, mais d'un autre côté, la résiliation unilatérale de l'entrepreneur, à moins qu'il y ait une clause dans le contrat, c'est pas prévu. Après, c'est sûr que, comme on disait tout à l'heure, GCR ne va pas agir contre ça, mais si l'acheteur est capable de s'arranger pour faire respecter le contrat, puis à devenir propriétaire du terrain, ben une fois que la maison est à lui, il fera bien les tests qu'il veut sur sa maison. Ouais. Mais c'est sûr que si le test vient à démontrer que les fondations ont un problème structurel, ben là, ça veut dire que les travaux à faire vont être autrement plus importants. Il va falloir faire un peu comme bon, ceux qui sont de la région de la Mauricie connaissent la pyrotite, là, où est-ce qu'il y a plein de maisons que les fondations ont dû être refaites. Donc, tu soulèves le rez-de-chaussée, tu démolis les fondations, tu refais les fondations, tu redéposes la Le maison pont. sur les nouvelles fondations, tu refais le sous-sol. C'est des gros travaux. C'est clair qu'il n'y a personne qui a intérêt que ça se passe de cette manière-là, à commencer par l'entrepreneur. Oui. Autre piste de réflexion à garder en tête, je ne sais pas c'est rendu combien que ça vaut les travaux que je viens de nommer, mais il ne faudrait pas que ça soit plus que 300 000 si on veut que GCR puisse le couvrir au complet. Donc, ben, je vais conclure en remerciant encore une fois Amélie et la Régie du bâtiment du Québec pour sa contribution financière au projet. On vous souhaite une bonne fin de soirée, puis surtout un beau projet avec votre future habitation, que ce soit celle qui est convoitée actuellement ou une autre. Et puis, ben, au plaisir de peut-être vous recroiser à notre prochaine soirée d'information. Bon, ben, merci à tout le monde, puis ben, au plaisir.